Oui, donc bonjour. Nous sommes là dans les cours de roman, littérature française roman. Nous sommes le 11 mars 2021. Et je disais que je fais de la recherche sur le sujet de la violence, raison pour laquelle assez souvent, les livres que je choisis touchent en quelque sorte le sujet de la violence. Et comme nous avons commencé ensemble à lire ce livre la semaine dernière, et là je vous demande des impressions de lecture. C'était étrange parce que le semestre dernier, j'ai travaillé avec mes élèves de roman ce même livre. Mais pendant que je faisais la lecture la semaine dernière, j'ai été tellement touché par la violence de cette scène d'ouverture du roman. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais à point ou sur le point de pleurer même. Et je ne sais pas si c'est la proximité de la naissance de mon fils qui me fait être, me rend un peu plus sensible à cette violence. Et aujourd'hui, assez souvent, concernant le sujet de la violence, on dit qu'on est un peu anesthésié, je dirais, un peu insensible à la violence. Et ça a été un peu étrange d'expérimenter ce genre de sensations. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose par rapport à cette lecture? Parce que je n'aimerais pas, parce que, en tout cas, deux choses. Je ne veux pas être le seul à parler aujourd'hui et quand même, j'attends ou j'attendais de vous la lecture de ce roman parce que la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais vous donner des sujets, des questions à répondre. On fera quand même un débat plus ciblé sur quelques questions précises sur ce livre. Et donc, c'est déjà le moment d'être avancé ou d'avoir déjà fini la lecture. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Daniel, toi, je sais que tu as fini la lecture, ça fait longtemps. Oui, c'est bizarre cette affirmation par rapport au fait qu'on se sent de plus en plus moins sensible à la violence, de toutes sortes de violences. Mais je pense aussi que c'est la période historique de notre société qui en parle plus parce qu'on a élargi les champs de discussion des violences. Ce n'est pas juste celle physique, mais celle psychologique, la violence orale, par exemple. J'ai même, des fois, quand je regarde les journaux sur Internet, ceux qui sont d'ici de Brasilia et c'est plus national, ça me dérange beaucoup le fait que les gens montrent des vidéos des assassinats, des violences. Et de quelque sorte, ça me donne l'impression qu'on fait comment on dit, ça va, ça me manque le mot là, ça va, incite. Oui, inciter. Incite encore plus la violence ou incite encore plus, c'est quelque chose de normal, c'est la normalité.
Quand je suis arrivée à Montréal, les taux d'assassinat, c'était 2 par année. Est-ce que vous avez... C'est bizarre ça, hein, de Oui, dire, dans une année, il y a 2 personnes qui sont mortes, qui sont assassinées dans une société oui, comme qui a une taille. Montréal a à peu près la même quantité, la population est la même des Brésiliens, oui, pendant que nous avons environ 5-6 assassinats par fin de semaine. oui, À Montréal, il y en a 2 par année. Donc, ouais. et l'effet de montrer ça à la télé, l'autre jour, je regardais les journaux à la télé. Il y a des trucs qui sont montrés que je me suis dit, pourquoi? On est en train de Mhm. manger et on voit des tas de choses, des violences, des sangs, les misères humaines. Ouais. Pourquoi Et notre puis, société a besoin de ça? oui, et puis on passe à autre chose rapidement. Dans Mhm, les téléjournaux, ils montrent des images de violence, ils parlent des violences, et tout d'un oui, coup, ils changent de caméra et ils disent oui, Ah, le football. Euh, oui. ou C'est la même chose avec le football maintenant. Pourquoi on a besoin de voir le football maintenant? oui, Globe ou cette, cette magie de montrer les cas de morts sur le coronavirus. Puis tout d'un mhm, coup, on tourne pour le sujet du football. Pourquoi nous avons oui, besoin de ça dans ces moments-là? oui. Qui... Et donc, je ne sais pas si j'avais parlé le semestre dernier du documentaire Ônibus 174, le cas du bus qui a été pris d'assaut à Oui, Rio il y a Mario, quelques années. oui, Ouais, et le garçon a pris en otage euh, les passagers et puis à la fin, il y a une femme qui a été tuée, le garçon a été tué par la police dans la voiture de police après. Et ce qui a été discuté dans ce documentaire qui était très intéressant, c'était la police, elle aurait pu tirer sur ce garçon pour éviter le pire. Elle n'a pas fait parce que la transmission était en temps réel, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, et après ce cas-là, on a changé un peu la procédure euh, pour le bien, pour le mal. Et aujourd'hui, on a pas mal de cas de scènes de violence dans lesquelles on montre exactement ce qui s'est passé. Peu importe l'horaire, on dit juste il y a des images sensibles et on les montre quand même, n'est-ce pas? Il y a Eduardo Bolsonaro, par exemple, je le suis sur Twitter et assez souvent pour faire sa propagande pour les armes, en fait, il montre ce genre de vidéos au moins une fois par semaine pour démontrer, selon lui, qu'on n'est plus en sécurité en ayant une arme, un revolver, un pistolet. Donc, il essaye de démontrer ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel, que dans une société ou dans toute société ayant peu d'armes, nous avons moins de violence, n'est-ce pas? Tu as donné cet exemple de Montréal en comparaison avec Brasilia. Il y a quelques années, je regardais le journal du Minas et c'était, je me souviens, le chiffre, c'était de genre 24 à 25 assassinats par week-end dans la région de Belo Horizonte. Et en même temps, en Angleterre, c'était genre 2, 3 par an en Angleterre.
Donc, c'est la même comparaison, là, plus ou moins au même niveau que tu as fait entre Brasilia et Montréal. Donc, par contre, pour entrer un peu dans ces sujets à propos du roman, on ne va pas se détourner du sujet ici. Ce qui est intéressant, en fait, c'est les rôles de la violence dans ces romans. On peut le discuter, il y a pas mal de choses à en parler. Et en fait, je ne pense pas que cette scène violente qui ouvre le roman, je ne pense pas qu'elle ait qu'elle joue un rôle de banalisation de la violence. D'accord? Je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est une façon, c'est aussi une façon de mettre en évidence d'autres aspects de la violence sociale. D'accord? Parce que après, plus on avance dans la lecture, plus on entre dans la psychologie, dans la subjectivité de Louise, plus on la connaît, plus on la comprend en quelque sorte. Je dirais plus, on comprend l'acte auquel elle est arrivée. Cela ne justifie pas l'acte, d'accord? Mais on comprend peut-être elle était en souffrance mentale, ou peut-être elle était proche de ce qu'on appelle le burn-out, péter un câble, péter un plomb, comme on dit dans un langage plus vulgaire peut-être. Et d'une certaine façon, moi, je compare assez souvent ce roman avec le film L'Irréversible ou Irréversible. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film français aussi fin des années 2000, 2007, 2006, je ne sais pas. Avec Vincent Cassel et, si je ne me trompe pas, Monica Bellucci. Et ce film commence, c'est plus ou moins pareil, ça commence, l'ordre chronologique est un peu renversé et nous avons une scène de violence dans laquelle la femme est violée et agressée en même temps. Puis nous avons son mari qui la cherche et quand il se met au courant de ce qui s'est passé, il va chercher le gars qui l'a violé et l'a agressé. Et puis il se fait agresser lui aussi horriblement. Mais comme le récit est renversé, comme celui de Chanson douce, en fait, on entre dans les débuts de la journée qui a fini avec l'agression sexuelle et l'agression physique. Et en fait, on découvre, je vais vous donner un spoiler, je suis désolé, mais à la fin du film, on découvre que dans le début de la journée, dans laquelle elle s'est fait violer et agresser, on découvre qu'elle vient de découvrir qu'elle était enceinte. Et vous voyez que la scène initiale qui était déjà violente ou hyper violente, elle devient encore plus violente, mais sans une scène de violence. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi au niveau du récit, du roman, où je vais vous dire, toute art temporel. Quand je vous parle d'art temporel, c'est parce que la lecture de manière générale, surtout la lecture dans notre langue latine ou dans nos langues latines, le portugais et le français, c'est un peu pareil. Je vois ici que Nixine est présent. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Nixine. Ouais.
Juste parce que je vais faire un commentaire ici sur les langues, ce que j'appelle, je ne sais pas si linguistiquement je peux utiliser ces termes, parce que, c'est-à-dire, les arts temporels comme le roman, le cinéma, les films en général, on comprend l'œuvre au fur et à mesure qu'on la lit, qu'on a l'expérience de cette œuvre. C'est un peu différent de certains arts de l'espace, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, parce que on est capable, dans ce cas de la sculpture, de la peinture, on est capable d'avoir une idée totale de l'œuvre d'un seul coup. Vous voyez? Et donc, évidemment qu'on peut changer l'interprétation, la sensation, l'expérience esthétique, n'est-ce pas? Mais par contre, la lecture et le cinéma aussi, c'est-à-dire on aura une image globale de l'œuvre à la fin, n'est-ce pas? Et il y a d'autres caractéristiques de la lecture en tant que phénomène ou l'analyse phénoménologique de la lecture, parce que c'est-à-dire on peut avoir une interprétation pendant la lecture et au milieu du livre, on change d'avis, on s'identifie à un autre personnage ou on change notre identification au personnage principal ou un autre. Juste, je parle ici de manière abstraite. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des cas comme celui du film Irréversible, la scène initiale qui est, je peux dire, écœurante, qui nous trouble, elle devient encore plus angoissante quand on découvre que tout cela s'est passé avec une femme qui était enceinte ou qui venait de découvrir qu'elle était enceinte. Et dans ce livre-là, le cas des chansons douces, nous avons cette scène atroce d'ouverture. Et puis on entre dans la psychologie, dans la profondité du personnage, de Louise et de la famille de manière générale. Et je ne sais pas si, l'assassinat des enfants augmente, si la violence de l'assassinat augmente. D'accord? La comparaison que je fais avec le film, elle n'est pas parfaite parce que dans le film, à mon avis, clairement, la violence initiale, elle devient plus forte, plus grande. Dans les cas ici, j'ai un peu l'impression qu'on se sensibilise un peu plus avec Louise et on essaye de comprendre un peu plus son état, son état mental, son état physique, son état d'esprit aussi. D'accord? Cela comme je disais, cela ne justifie pas l'acte et cela n'a pas l'intention, la fonction de réduire sa culpabilité. D'accord? Parce que quand même, si on accepte ce genre de choses, tout est permis, n'est-ce pas? C'est comme la phrase, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ici, il n'y a pas le cas de Dieu, de l'existence de Dieu, mais quand même, la mort, tout d'abord, la mort des enfants, c'est toujours un tabou, c'est toujours un thème sensible. L'assassinat des enfants, c'est encore plus. Et, sans motif ou un motif banal ou quelque chose comme ça, encore pire, n'est-ce pas? Par contre, encore par rapport à cette scène d'ouverture, moi je pense que peut-être ce qui est plus dur
ou qui m'a été plus dur quand j'ai fait la lecture la semaine dernière, c'est avoir un peu l'idée de la souffrance, de la douleur de cette mère quand elle découvre ses enfants assassinés. N'est-ce pas? À mon avis, c'est trop fort. Et peut-être, et là j'insiste encore dans la comparaison entre littérature et cinéma, parce que, comme je disais, cette banalisation de la violence ou des images de violence, peut-être on est un peu, comme je disais, insensible aux images visuelles de violence. Et quand on lit une image, une scène de violence comme celle-là, je pense que ça provoque, ça nous touche différemment. D'accord? Évidemment que je dois faire ici l'éloge de la littérature de manière cela n'est pas une surprise, mais vraiment, je pense que l'expérience de la lecture littéraire, elle a des différences par rapport à la lecture, je l'appelle comme ça, à la lecture audiovisuelle, n'est-ce pas? Audiovisuel pour parler du cinéma, mais aussi on peut parler de la violence euh, tout simplement audio, n'est-ce pas? On est capable de comprendre une certaine violence dans la musique, par exemple, dans les paroles, n'est-ce pas? Et voilà, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport au roman? Encore, j'ai déjà demandé à Daniel, les autres qui sont là, nous sommes maintenant 14, donc vous êtes 13 étudiants, étudiantes. Est-ce que vous voulez partager vos impressions de lecture? Bonjour Daniel, bonjour tout Bonjour. le monde. Alors, j'ai lu les livres et en ce qui concerne cette violence, pour concentrer sur les sujets, je partage mes inquiétudes sur la violence en fait. C'est que je suis d'accord avec Daniel qu'on n'a pas de cette banalisation de la violence. Mais quand même, je pense qu'on vit dans ces contextes de violence, non? Donc, on ne peut pas vraiment échapper de ce contexte. Et des fois, c'est important de parler de ça couramment, comme on parle. Bien sûr qu'il y a des critiques sur les matériels journalistiques, des contenus et tout. Évidemment, on peut améliorer ça, c'est clair, mais quand même, je pense que c'est important de parler. Et en ce qui concerne le livre, c'est drôle parce que Leila Slimani, elle commence, on va dire, par la fin, et après, elle suit, je pense, le parcours de son livre d'une façon très différente. J'ai jamais vu. Parce que c'est pas vraiment en écriture, on va dire, investigative, on va dire comme ça, parce que quand on commence à lire, là, dans le début, de la première partie, on pense qu'il va être en investigation sur ça ou quelque chose comme ça. Et après, non, on va connaître le contexte de la nounou qui a fait ça. Et donc, c'est comme ça que tu as dit, on commence à s'identifier en fait avec Luisa et on comprend peut-être la violence de ces gens et là de la personnage en fait qui a vécu toujours cette violence institutionnelle, sociale et tout. Donc, elle a vraiment expérimenté, je pense, beaucoup, comment je peux dire, la vivance en fait d'elle, je pense, là, toute sa vie est violente.
Et donc, et je pense qu'il est là, Slimani, elle a bien travaillé ces contextes de la violence, pas la banalisation, mais aussi elle parle d'une façon qui peut-être, c'est intéressant de parler et comprendre, c'est de l'autre côté, ces contextes des gens qui ont vécu toujours dans cet espace de violence et qui des fois ne connaissent pas vraiment notre façon d'être ou notre façon d'agir peut-être, non? Donc, c'est ça un peu qui m'a inquiété. Il y a beaucoup de choses en fait, parce que ce livre, on peut parler de beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de recortes, on va dire comme ça. Et donc, je pense que c'est un peu ça mon commentaire dans les contextes vraiment de la violence. D'accord. Merci, Gabriel, pour partager vos impressions avec nous. Et j'ai mis ici dans les chats les contextes de violence parce que je retire quelques expressions que tu as utilisées. Et par rapport au contexte de violence, comme tu as dit, on vit dans un contexte de violence. Et moi, je me demande, ou je me suis demandé pendant que je t'écoutais, si cela n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, il y a la différence parce qu'on vit une période ou une époque médiatique dans laquelle nous avons tous et toutes un portable avec une caméra, on peut enregistrer tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes même poussés à enregistrer tout ça. Mais par contre, si on recule dans les temps, aussi, on vivait toutes sortes de violences naturelles, les maladies aussi. Si j'ai utilisé le mot, nous sommes plus ou moins anesthésiés aujourd'hui. Si on considère, ça fait pas très longtemps que l'anesthésie existe en tant que médicament, si je peux l'appeler comme ça. Et je veux dire en fait que les guerres, les partages, là, nous vivons une pandémie globale et nous n'arrivons pas à faire face à cette pandémie et un peu mieux qu'il y a un siècle par rapport à la grippe espagnole. Je l'appelle comme ça sans problématiser la référence. Mais si on pense aux guerres, si on pense aux inégalités sociales aussi, peut-être nous avons cette impression, peut-être parce que la violence est plus visible aujourd'hui, ou peut-être pas seulement elle est plus visible, elle a changé de forme, n'est-ce pas? Et avec une société, si nous sommes plus nombreux aussi dans la société, nous avons des sociétés un peu plus, avec beaucoup plus de différences, peut-être ça a augmenté même. Je ne sais pas, c'est juste ce que je voulais remarquer par rapport à ce que tu as dit, c'est que d'accord, je suis d'accord avec les contextes de violence dans lesquels on vit, mais la violence a toujours été présente, n'est-ce pas? Peut-être la violence est une des traces, un des aspects de l'expérience humaine. Je ne sais pas, vous voyez. Moi, j'ose même dire que peut-être elle est fondatrice de la société. Je sais pas, je sais pas, je pense un peu comme ça. Je voulais juste dire ça dépasse peut-être les contextes dans lesquels on vit. Mais, remarque faite, on vit dans une société violente, effectivement. Et ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce livre, c'est parce que assez souvent, je vais vous donner la parole, Alexandre et Daniel. Daniel d'abord, il me semble que Daniel a levé la main d'abord et après Alexandre.
Mais ce qui m'intéresse, c'est parce que là, comme on parle d'un contexte français, je trouve intéressant de vous apporter aussi cette image de la France, parce qu'assez souvent, on pense que le Brésil, uniquement, ou les pays en développement, sont les seuls pays violents. Et même si, comme disait Daniel, Montréal a 2 assassinats par an, on peut retrouver aussi des signes de violence dans les pays développés. Et d'une certaine façon, c'est ce que je cherche à vous faire remarquer avec un livre pareil, n'est-ce pas? Et par rapport à l'écriture investigative, ça c'est quelque chose de très important que je voulais, à laquelle je voulais revenir, parce que je ne sais pas, pour ceux qui n'ont qui sont pas arrivés à la fin du roman, je suis d'accord avec toi par rapport à cette posture d'écriture investigative, parce qu'on n'a pas cette sensation, mais à la fin, on découvre qu'il s'agissait d'une sorte d'investigation, n'est-ce pas? Et peut-être, ce que je voulais remarquer avec cette observation que tu as faite, c'est que peut-être il y a un petit problème de composition du roman, n'est-ce pas? C'est un roman très intéressant, bien écrit, elle a reçu des prix, mais il y a quelque chose au niveau de la vraisemblance. La vraisemblance, c'est un concept que j'ai discuté avec vous dans les premiers cours, hein, le premier jour ou le deuxième, je ne sais pas. Mais c'est cette idée de faire croire ou faire semblant qu'il s'agit de quelque chose qui est vrai. Et avant la fin du roman, nous n'avons pas cette impression de suivre une investigation, n'est-ce pas? Et après, ce fait ça devient, ce fait devient évident, explicite à la fin. Donc, peut-être elle nous a caché cette information et c'est quelque chose à remarquer. D'accord? Mais je suis d'accord avec ta remarque sur l'écriture investigative. Daniel, je te donne la parole et après Alexandre. J'aimerais juste complémenter ce que Gabriel a dit. Oui, il faut en parler. On a besoin d'en parler parce que, à mon avis, la violence, c'est comme le moteur de la vie, je pense. Quand on réfléchit sur l'histoire, on a vécu le 5e siècle, toutes sortes de violences. Dès qu'on se connaît comme des personnes, on se rend compte qu'on est une société, la violence, elle a toujours fait partie. Des fois, je me demande, par exemple, si ce n'était pas à cause de l'avance scientifique et l'avance industrielle dans le XXe siècle, est-ce qu'on aurait eu le deux-guerres? Pourquoi nous avons besoin de ça? Donc, ça fait partie de notre nature, de s'imposer, de dire qu'on est plus capable, on est plus fort. Puis là, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'informations dans la psychologie, dans la philosophie, dans la pédagogie, mais on est encore des êtres qui ont besoin de frapper, de battre, de causer une sorte de mal pour que notre voix soit entendue. Donc, là, je ne vois pas la vie en rose parce que d'abord, à Montréal, il y avait 2 assassinats par année. Il y a d'autres sortes de violences
plus mortelles, comme l'indifférence, la non-acceptation des immigrants, par exemple. Et c'est un peu ça que Slimani va parler dans son livre. Elle va toucher à plusieurs sortes de violences. Elle va essayer d'expliquer pourquoi, oui, on ne peut pas pardonner Louise, c'est difficile, mais on va essayer d'expliquer c'est quoi cette société où nous vivons, pourquoi des choses comme ça peuvent arriver. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, moi je cherchais tout à l'heure le mot pour dire que la violence était constitutive de notre société et en quelque sorte de notre individualité aussi. Cela ne veut pas dire que on cause ou on fait à tout moment, on provoque des violences très grandes aux autres ou à nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que le concept de violence, il peut être assez large pour englober ou toucher à différents aspects de la vie, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que, et par rapport à mes recherches autour du sujet de la violence, je me demande si une société, une vie sans violence, elle serait capable ou si elle ne serait qu'une utopie. N'est-ce pas? C'est là, et encore une fois, quand je me mets à réfléchir à propos de la violence comme ça, je ne veux pas dire qu'on doit l'accepter telle comme elle arrive, telle comme elle est présente dans la vie. Mais la question que je me pose, c'est qu'elle va toujours se manifester d'une certaine manière, n'est-ce pas? Le cas de Louise, par exemple, si on s'était occupé d'elle, de sa maladie mentale, de son état déplorable de santé mentale, peut-être ça se serait manifesté différemment, n'est-ce pas? Parce qu'on subit à chaque moment des différentes sortes de violences. Alexandre? On ne t'écoute pas, Alexandre. Je ne sais pas si tu as ouvert ton micro. Ou, bonjour. Bonjour. C'est mon microphone. Je connais personnellement la banalisation de la violence. J'ai aussi des fils tués il y a 7 ans. Ah, je suis désolé, Alexandre. Et je connais la douleur de Myriam, malheureusement. Et l'après de la mort, la média, l'investigation, les procès, ce sont des questions qui me touchent profondément. Et le livre est écrit d'une manière que je considère bonne, profonde, mais sans, comme je peux dire, il montre la douleur comme elle est. Elle montre la question précisément, je pense. Comme le sujet me touche, je n'ai beaucoup pour parler. Oui,
Je te remercie quand même de partager des sentiments tellement difficiles. Pardon, je pense que je te coupe. Vas-y. Ok, non. Euh, C'est ça. D'accord, mais merci quand même de partager des sentiments si difficiles euh, de, de partager, de revivre en quelque sorte. D'accord? D'accord. Et ouais. Et par rapport, je dirais par rapport à encore, en fait, je prends un peu, un petit peu de chaque chose que vous avez dit et je reviens encore dans dans le 2 secondes ici, je cherche. Oui, dans le ce que Gabriel avait dit et encore sur quelque chose que Alexandre avait dit. Et je reviens à l'idée d'écriture investigative. Et peut-être, parce que Alexandre avait dit que Slimani raconte cette histoire de manière touchante, profonde, etc. Et Gabriel nous a apporté cette idée de l'écriture investigative. Et en fait, et moi, je fais l'observation que peut-être il y a un problème d'écriture. Oui et non, parce qu'en fait, le roman, il n'a pas la prétention d'être un document d'investigation ou les résultats, un document à résultat de cette investigation. Et on comprend à la fin aussi l'effort et les limites de compréhension de, de, de Nina, l'investigatrice, n'est-ce pas? Et peut-être cet effort, parce que ça c'est sûr et c'est bien fait dans les romans, on arrive à entrer dans l'intimité, je ne vais pas dire dans la psychologie, parce que assez souvent quand on dit la psychologie des personnages, je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que dans ces romans de Slimani, il n'est pas un roman psychologique, d'accord? Mais on entre quand même dans l'intimité, dans les pensées, dans les sentiments des personnages. Et peut-être ce que j'avais affirmé comme un problème d'écriture, peut-être ne l'est pas. Et peut-être on est, je vais dire de cette façon, peut-être on est dans la psychologie de l'investigatrice Nina. C'est dans son effort subjectif de comprendre, pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Louise est arrivée à cet acte. Et comme ça, peut-être, parce que je, je le redis, parce qu'assez souvent, on a peur de critiquer les, on a peur de critiquer les écrivains comme si ils étaient toujours géniaux, etc. Mais on peut retrouver des failles de problèmes dans les romans, dans les poèmes aussi, etc. Et donc, c'était juste une façon de remarquer cette possibilité que l'œuvre d'art ou le roman, même un roman qui a reçu des prix, est totalement parfait. Non, c'est une œuvre d'art, mais en étant une œuvre d'art, c'est aussi un produit humain et donc passible de problèmes, de failles. Mais peut-être on peut réinterpréter cette affirmation que j'ai faite et dire que il n'est pas les produits de l'investigation, mais peut-être les fruits des sentiments, des inquiétudes de l'investigatrice Nina. Et comme ça, je pense qu'on est plus cohérent
dans l'interprétation. D'accord? Et là, Gabriel, je ne sais pas si, pour ceux qui sont mes élèves pour la première fois, ici, un autre effort, c'est de comprendre un peu mieux ou d'approfondir les impressions, de réfléchir à propos de ces impressions. Ce n'est pas de dire si c'est correct ou pas correct, ou valable ou pas valable l'interprétation, d'accord? C'est plutôt provoquer ou stimuler cette réflexion. Et raison pour laquelle, assez souvent, c'est ce que je fais. Je profite vos commentaires, vos affirmations pour essayer d'aller un peu plus loin ou de vous pousser un peu plus loin dans vos réflexions. Et donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose avec nous. Sinon, je vais chercher quelques extraits du roman à lire et à commenter ensemble. Est-ce que quelqu'un veut dire encore quelque chose? Et de la même façon que je dis qu'on peut légitimement trouver des problèmes, des failles dans les œuvres d'art, vous pouvez aussi indiquer des problèmes concernant mes interprétations, mes commentaires. D'accord? Donc, on est là pour mettre en épreuve nos commentaires et nos critiques. D'accord? Et donc, comme vous avez déjà ici la projection du roman sur mon écran, et donc, on a lu ensemble ici la scène d'ouverture la semaine dernière, et nous avons commencé, ici, on est entré un petit peu dans certains aspects des Mila, des enfants, des Myriam, etc. Donc, laisse voir ici. Ah oui, donc j'ai quelques extraits choisis ici pour lire et commenter. Et je voudrais commencer ici. Laissez juste voir si... Non, ouais, on s'était arrêté ici. Et j'ai souligné un autre extrait ici. Je ne sais pas s'il a attiré votre attention. On a ici, un jour en faisant ses courses au Monoprix du boulevard Saint-Denis, elle, ici dans les cas c'est Myriam, elle s'est aperçue qu'elle avait, sans le vouloir, subutilisé des chaussettes pour enfants oubliées dans sa poussette. Elle était à quelques mètres de chez elle et elle aurait pu retourner au magasin pour les rendre, mais elle y a renoncé. Elle ne l'a pas raconté à Paul. Cela n'avait aucun intérêt et pourtant elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Régulièrement, après cet épisode, elle se rendait au Monoprix et cachait dans sa poussette ou dans la poussette de son fils un shampoing, une crème ou un rouge à lèvres qu'elle ne mettrait jamais. Elle savait très bien que si on l'arrêtait, il lui suffirait de jouer le rôle de la mère débordée et qu'on croirait sans doute à sa bonne foi. Ces vols ridicules la mettaient en transe. Elle riait toute seule dans la rue avec l'impression de se jouer du monde entier. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette scène? Surtout si on parle de violence. C'était pas, je l'ai pas fait exprès. J'avais pas prévu de parler de violence comme on l'a fait ici, mais cette petite ou cette scène d'un petit vol un peu inconséquent. Qu'est-ce que vous avez à remarquer ici? Parce que je ne sais pas si vous allez commenter.
Ouais, d'accord, je suis. Euh, En fait, ce qui m'attire dans cette... en fait, il y a plusieurs aspects dans cette scène apparemment banale. C'est que, tout d'abord, il y a ici un effort de réalisme, en quelque sorte, quand elle dit en faisant ses courses au Monoprix du boulevard Saint-Denis, n'est-ce pas? Ça rend le, le roman plus proche, n'est-ce pas? Ça augmente, ça renforce l'identification avec les personnages, avec la vie réelle, etc. Et puis, c'est quelque chose, et ici, parce que jusqu'à présent, on parlait surtout de Louise et de l'acte de violence euh, qu'elle a été capable de faire. Euh, et par contre, ici, nous avons de manière subtile une violence sociale qui n'a pas de conséquences, mais et qui est décrite par Leila Slimani de manière assez pas prétentieuse du tout, mais elle est là. La critique sociale est là. Et elle dira ici, elle savait très bien que si on l'arrêtait, il lui suffirait de jouer le rôle de la mère débordée et on croirait sans doute à sa bonne foi. Pourquoi? À cause de la couleur de sa peau, à cause de sa classe sociale, parce qu'elle est française, etc. Parce que s'il s'agissait euh, de quelqu'un arabe, noir, euh, étranger, tout simplement, ce serait différent. On ne croirait pas à cette idée à sa bonne foi ou à l'idée de la mer débordée, etc. D'accord? euh, Moi, j'ai deux amis à Nantes, en France. Euh, un des deux, il vient du Togo et l'autre de la Guyane française. Et les deux sont noirs. Et ils m'ont raconté à Nantes que c'était assez souvent, ça leur arrivait assez souvent, d'entrer dans un magasin de grande surface comme H&M, par exemple, Seiya ou quelque chose comme ça, Zara, et ils se faisaient suivre par euh, la sécurité, les mecs de la sécurité, par exemple. Euh, Juste parce qu'ils étaient ou parce qu'ils sont noirs. Vous voyez? Et parfois, ça, là, je mets en relief une violence au niveau social même, individuel, mais aussi social, parce que assez souvent, ces hommes qui font la sécurité de ces genres d'établissements, assez souvent, ils sont étrangers, ils sont noirs aussi, ou ils sont arabes. Et ce sont eux, peut-être, menés par leur chef, leur supérieur, qui font subir ce genre de violence. Je dirais violence symbolique parce elle ne devient pas normalement une violence physique, n'est-ce pas? Mais ça reste quand même une violence symbolique, désagréable, évitable, je dirais, n'est-ce pas? Donc, ce qui m'attire l'attention, qui attire mon attention ici, c'est cette idée d'une femme blanche, bobo, bourgeoise, de classe moyenne, avocate, etc. Même si à cette époque-là, elle n'était pas ou elle ne travaillait pas en tant qu'avocate, c'est à remarquer quand même qu'elle était sûre qu'il n'y aurait pas de conséquences par rapport à ces petits vols, ces vols ridicules comme Slimani nous dit ici. D'accord? C'est intéressant, je vais utiliser quelques scènes comme ça parce que parfois dans euh, le progrès ou l'évolution de la lecture, on avance parfois automatiquement sans s'arrêter pour réfléchir
sur certains aspects de l'œuvre. Et donc, il y a d'autres choses à remarquer. La rencontre avec Pascal, son pote de la fac, qui lui offre le job, le boulot en tant qu'avocate, mais je ne veux pas en parler là tout de suite. Et puis, on entre ici dans les interviews qu'ils vont faire à Paul et Myriam aux candidates, à Nounou, je dirais un peu comme ça. Et ici, nous avons une espèce de présentation de Louise aussi, n'est-ce pas? Parce que nous avons les expériences avec les autres, comme elle est en retard, ça commence mal, Paul s'impatiente et il se dirige vers la porte d'entrée et regarde à travers le Judas. Il est 14h15 et la première candidate, une Philippine, n'est toujours pas arrivée. Et vous voyez aussi, la première candidate qui est en retard, qui n'est toujours pas arrivée, est une Philippine, une étrangère. À mon avis, cela n'est pas fait par hasard, n'est-ce pas? Il y a une intention de Leila Slimani de dénoncer ces genres de... pas ces genres, ces préjugés qu'on retrouve, n'est-ce pas? On sait très bien, une fois qu'on travaille avec un contexte français, on fait toujours des comparaisons avec le Brésil. On a ce genre de préjugés ici aussi, n'est-ce pas? De remarquer la région d'où la personne vient, si elle est une femme aussi, ce genre de choses. On est toujours prêt à excuser les fautes des gens, je vais dire comme ça, des gens comme nous, mais on voit toujours des problèmes avec les autres, surtout les autres quand ils sont différents, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit aussi, Leila Slimani, comme franco-marocaine, elle sait très bien elle connaît très bien ces genres de problèmes. Et ici, je fais la remarque qu'il ne faut pas confondre l'écrivaine avec les narrateurs du texte, ou cette voix narratrice avec la voix de l'auteur. D'accord? Je fais la remarque pour ne pas confondre ou pour ne pas penser que Leila Slimani a des préjugés ou reproduit des préjugés dans une telle œuvre. D'accord? Non. Il faut garder ces distances quand même, d'accord? Il n'est pas confondre, surtout dans ces cas. Ça, c'est quelque chose d'important à observer concernant Leila Slimani et peut-être avec notre prochain roman de Houellebecq. Ce sera un peu différent parce que Houellebecq, il fait confondre ses opinions avec la voix narrative. D'accord? À raison pour lesquelles, assez souvent, on a l'impression qu'il reproduit ses propres préjugés dans ses romans. Et ce n'est pas le cas de Leila Slimani. D'accord? Voyons. Et puis, on entre dans cette scène ici pas de présentation de Louise, parce que, comme je vous ai dit, ces personnages complexes comme Myriam, Paul, Louise, Mila, ce sont des personnages qui sont construits au fur et à mesure. Donc, nous avons tous les temps une présentation d'une partie de ces personnages, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas un portrait du personnage. D'accord? Et je profite de cette idée du portrait du personnage parce que ça, c'est une possibilité d'analyse de l'œuvre, de faire un portrait du personnage. Et on lit les romans et puis on relit les romans en cherchant
la présentation des caractéristiques d'un certain personnage. D'accord? Donc, c'est une espèce de lecture qui fait plus d'attention au caractère d'un certain personnage, par exemple. D'accord? Par exemple, on peut analyser comme ça Mila, un enfant, Myriam, en tant que mère, avocate de classe moyenne, Paul, donc homme, etc. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire et un effort de lecture qui nous exige une deuxième, une troisième lecture, mais plus ciblée sur un personnage ou sur un aspect de l'œuvre. D'accord? Là, je vous donne l'exemple de la possibilité d'analyse d'un personnage. Ça aurait pu être la ville de Paris dans cette œuvre, les temps dans cette œuvre, quoi d'autre? L'image de la femme étrangère, parce qu'il y a quelques personnages des femmes étrangères ici, d'accord? Voilà. Donc, on est là. Puis Louise est arrivée. Quand elle raconte ce premier entretien, Myriam adore dire que ce fut une évidence, comme un coup de foudre amoureux. Elle insiste surtout sur la façon dont sa fille s'est comportée. C'est elle qui l'a choisie, aime-t-elle à préciser. Mila venait de se réveiller de la sieste, tirée du sommeil par les cris stridents de son frère. Paul est allé chercher le bébé, suivi de près par la petite qui se cachait entre ses jambes. Louise s'est levée. Myriam décrit cette scène encore fascinée par l'assurance de la nounou. Louise a délicatement pris Adam dans des bras de son père et elle a fait semblant de ne pas voir Mila. Où est la princesse? J'ai cru apercevoir une princesse, mais elle a disparu. Oups, pardon. On est là. Mila s'est mise à rire aux éclats et Louise a continué son jeu, cherchant dans les recoins sous la table derrière le canapé la mystérieuse princesse disparue. Il lui pose quelques questions. Louise dit, parce que ici vous voyez que nous avons le portrait, je peux l'appeler comme ça, nous avons le portrait de Louise peint par Myriam. Donc, c'est l'impression, la première impression de Myriam sur Louise. Et c'était cette idée de la nounou comme une fée, comme une femme parfaite, etc. D'accord? Et évidemment que quand l'auteur, l'écrivaine construit les romans comme ça, elle veut jouer avec nos expectatives, n'est-ce pas? De vraiment construire l'image de Louise comme une nounou parfaite. D'accord? Daniel, je viens de voir que tu as levé la main. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est une question que je me pose en réalisant cette partie-là. Je me demande, est-ce que Louise a fait exprès de se comporter, on dit ça? De se porter. Parce qu'on voit ici qu'elle a une pédagogie pour attirer l'attention de l'enfant. Pardon, elle s'est comportée aussi, s'est conduite d'une façon. Oui, elle s'est conduite d'une façon qu'elle a séduit, entre guillemets, elle a séduit la petite fille. Elle a séduit Mila. Donc, c'est même les mots, les paroles de la mère. C'est Mila qui l'a choisi. Donc, d'une certaine façon, elle savait que pour arriver aux parents, elle avait besoin d'abord de séduire ou d'attirer l'attention de Mila.
Oui. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, parce que Louise va construire une relation avec les enfants, n'est-ce pas? Et cette relation avec les enfants est différente. Elle a une intimité propre, n'est-ce pas? Avec les enfants, elle construit cette relation avec les enfants. Et ici, elle joue un rôle aux parents, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'elle fait pour être vu par les parents. Elle joue un personnage, mais peut-être plus on avance dans la lecture et plus on comprend ou on connaît la relation construite entre Louise et les enfants, on voit que ce qu'elle fait devant les parents, c'est un peu différent. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose aussi intéressant à penser, à laquelle on peut penser. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose que la sociologie appelle les rôles sociaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans chaque, je sais pas, dans chaque espace social, on joue un rôle différent, n'est-ce pas? Moi, j'utilise le verbe, je ne me comporte pas, je ne porte pas de la même façon face à vous que face à ma copine à la maison, par exemple. N'est-ce pas? Et quand je suis, parce que à la maison, je suis le compagnon, n'est-ce pas? Avec vous, je suis le professeur, donc je joue le rôle du professeur. Quand je vais à la boulangerie, je joue le rôle du client, n'est-ce pas? Et donc ici, il y a quelque chose de ces jeux sociaux. Vas-y, Daniel. Mais là, je ne sais pas, c'est à la limite de ce jeu social que nous faisons tout le temps, ou si c'est un indice pour montrer que Louise est une sorte de sociopathe. C'est une possibilité. Parce qu'on va voir pendant tous les romans qu'elle a de... On a peu parlé de sa propre fille. Elle ne se portait pas comme ça avec sa propre fille. Donc, elle aimait plutôt d'autres enfants que sa propre fille. Et ça, c'est un peu... Pourquoi elle a tant d'amour avec d'autres et pas avec la sienne? Oui, parce qu'elles avaient une relation compliquée, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y avait un manque d'amour de la part de Louise ou si elle n'est pas arrivée à construire une relation d'amour avec sa fille pour une raison quelconque. D'accord? Mais ce que je suis d'accord avec toi, en fait, c'est que ça, c'est une possibilité de lecture, de chercher les symptômes et les indices de la sociopathie de Louise. D'accord? Et moi, je vois une autre possibilité que c'est celle du burn-out, de Louise comme une femme normale, une femme qui a ses problèmes comme nous avons, nous-mêmes, normalement, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'on va arriver à tuer quelqu'un, mais nous avons des problèmes. Si on écarte l'idée de l'assassinat, la vie de Louise et tous les petits problèmes qu'elle a, de problèmes financiers, la relation avec sa fille, la relation avec ses patrons, etc., ce sont des choses que nous-mêmes, nous vivons normalement. N'est-ce pas? La différence, c'est que on n'arrive pas à l'acte comme elle l'a fait. N'est-ce pas? Par contre, ce que j'aime, Daniel, dans la lecture que Louise est une femme normale qui pète un câble à un moment donné, en fait, il y a des indices, je suis d'accord avec toi, de la perte du contrôle de sa santé mentale, je dirais comme ça. Mais moi, je préfère la lecture
de Louise comme une femme normale qui a pété un câble, parce que ça me fait plus peur. Pourquoi? Parce que je préfère voir Louise comme une femme normale, et ça, en fait, la peur que j'ai, c'est que ce qui lui est arrivé, ça peut nous arriver à nous-mêmes. Et je trouve ça terrifiant. Et tu sais, et là, je pense à un rêve que j'ai fait il y a, je ne sais pas, peut-être l'année dernière ou quelque chose comme ça. J'avais rêvé que j'avais tué quelqu'un, mais il n'y avait, dans mon rêve, il n'y avait pas la scène de l'assassinat. Mais je savais que j'avais tué quelqu'un et je me demandais s'il y avait des caméras. Vous voyez? Et vous voyez comment ça marche la conscience d'une personne qui dort. Moi, donc, je savais que j'avais tué quelqu'un. Je me demandais s'il y avait des caméras cachées, des caméras de sécurité qui avaient enregistré l'acte. Et la question que je me posais, ce n'était pas de la culpabilité. C'était si quelqu'un le sait, si quelqu'un le découvre, qu'est-ce que sera de ma vie par rapport à ma copine, mon travail, mes amis? Je vais être découvert, je serai pris comme un criminel. Et donc, la sensation que j'avais, c'était de la honte d'être découvert et pas de la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. Donc, pourquoi je vous raconte ce rêve bizarre, que j'ai fait? C'est que peut-être on n'est pas au contrôle de tous les actes de notre vie. Vous voyez? Et c'est ça qui me fait peur. Et quand j'ai pensé là, j'espère que ce soit clair, que je ne fais pas l'éloge ou l'apologie de quelque chose comme ça. C'est juste le fait de travailler la conscience, de penser, de réfléchir à propos de ce genre de problèmes et de penser que même si on se croit des bonnes personnes, des personnes éthiques, morales, des gens de bien, qu'on peut être capable d'actes criminels et d'actes d'horreur. Et c'est intéressant de mettre en perspective Louise avec son acte majeur et d'horreur et l'acte de Myriam de voler des petits trucs au supermarché. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Leila Slimani, elle nous montre ou elle peint des personnages, elle dessine des personnages qui sont beaucoup plus complexes. Ils ne sont pas méchants ou de bien comme on pense assez souvent, n'est-ce pas? Nous avons cette habitude de penser de manière dialogique où soit on est à 100% de bien, soit on est 100% méchant, n'est-ce pas? On est totalement méchant ou on est totalement bien. Et ce n'est pas vraiment le cas. En fait, on a ces côtés qui sont en conflit. Même si on se juge des gens de bien, on est capable des petits actes qui font souffrir quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne parle pas de tuerie, d'assassinat. Je parle on est capable d'imposer de la souffrance ou de faire subir de la souffrance aux autres. Et par exemple, l'acte de Louise de faire manger aux enfants le poulet qui était dans la poubelle, c'est quelque chose un peu comme ça, c'est de la méchanceté. En fait, on ne peut pas analyser
ce moment-là comme un acte pur de méchanceté. N'est-ce pas? Il y a quelque chose du côté du social aussi, c'est-à-dire on ne gaspille pas la nourriture comme ça, ou même, je sais pas, il y a d'autres éléments là. Tu veux dire encore quelque chose, Daniel? Oui, c'est un lien que j'aimerais faire parce que en faisant un lien avec ce que vous avez partagé avec nous, votre rêve, et aussi le fait, à mon avis, que nous sommes. C'est pour ça que la violence, elle fait partie un peu de notre nature. Il y a des choses qui peuvent arriver, des malheurs comme celui-là, à n'importe qui, pas juste aux sociopathes. Il y a des situations, on connaît dans les journaux des gens qui étaient tranquilles et tout d'un coup, quelque chose est arrivé, il les bouleverse et il peut faire une bêtise. Puis je me suis souvenue d'une série qui est sur Netflix qui s'appelle The Sinner avec Non, je ne la connais pas. avec Bill Pullman. Et ça montre, il est un policier et il va chercher. Il y a des situations où nous avons 100% de certitude que la personne qui a commis un crime, elle était une personne sociopathe, mais il va chercher les vraies raisons. Puis à la fin, on va dire, oui, je la comprends. Elle a fait, elle est mal, mais je peux la pardonner ou je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. C'est peut-être un peu cette façon des Limonites d'écrire des choses qui arrivent à tous les jours, puis on sait qu'elles arrivent. Mais pourquoi? On se demande maintenant pourquoi des choses comme celle-là arrivent. Oui. Et c'est intéressant, tu as dit on peut la pardonner ou pas. Et c'est intéressant, et en même temps, tu as dit on peut la comprendre et la pardonner ou pas. C'est intéressant parce que comprendre un acte criminel comme celui-là, cela ne veut pas dire, comme je disais tout à l'heure, justifier, accepter ou pardonner. Ou peut-être comprendre, quand on dit « je comprends pourquoi Louise est arrivée à cet acte », cela ne veut pas dire que je lui pardonne. Vous voyez? Et pardonner, ou même, parce que le pardon, c'est quelque chose de notre formation chrétienne, n'est-ce pas? Si on pense d'une façon peut-être plus existentialiste, le pardon ne se joue pas, n'est pas en question. On est responsable par nos actes, c'est tout. Ah oui, c'était pas exprès ou il a été mené par, ou Louise a été menée par un moment compliqué de sa vie, peu importe. C'est un sentiment et j'aime bien penser au pardon parce que comme ça fait partie de notre formation morale, même si, et là, quand je parle, cette culpabilité qu'on expérimente face à cette idée de culpabilité, etc., même si on ne suit pas la religion catholique, protestante, chrétienne, de base chrétienne, on est formé moralement dans cette idée du pardon, de la culpabilité, etc. Donc, si on arrive à dépasser cette idée, on n'a pas besoin de pardonner et on n'a pas besoin de se culpabiliser si on n'est pas capable de pardonner. Et là, je pense peut-être à la psychanalyse aussi, parce que dans le contexte théorique de la psychanalyse, ce genre de contradiction, elle est beaucoup plus présente et acceptable, n'est-ce pas?
Et donc, c'est ça qui parfois est difficile aussi dans la lecture d'un livre pareil. Parce que, je ne sais pas, on a cette tendance à la juger en quelque sorte, n'est-ce pas? Et peut-être ce n'est pas à nous de la juger. Si c'était, je sais pas, ou peut-être oui, je sais pas. Je pense que peut-être c'est beaucoup plus contradictoire et pour cela, c'est difficile à mettre clairement les sentiments qu'on expérimente. C'est ça aussi qui est intéressant dans la littérature, quand la littérature nous fait réfléchir, n'est-ce pas? C'est parce que ce n'est pas un traité de philosophie ou de psychologie qui va séparer les sentiments, n'est-ce pas? Parce qu'en même temps qu'on est capable de la comprendre, ce qui nous mènerait à justifier son acte. De l'autre côté, on va la juger et se dire qu'elle mérite le pire, qu'elle mérite la mort ou la prison, je ne sais pas. N'est-ce pas? Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est pas à nous de juger ou d'attirer la pierre, de pointer tout ça. Mais d'une certaine façon, et dans notre justice au Brésil, par exemple, il y a les jurys. Donc, d'une certaine façon, la société, et nous faisons partie de la société, je dois avoir un point de vue sur quelque chose qui arrive comme ça. Oui. Donc, oui. Ce n'est pas un jugement froid. Oui, ce n'est pas moi et la personne, mais comme société. C'est quoi que je veux comme société ou peut-être c'est un peu ancien cette forme de pensée, mais parce que d'une certaine façon, dans un jury, on va juger la personne, on va dire si elle mérite ou non être en société. Je ne sais pas s'il faut un changement dans les droits, enfin, comment faire ça, mais c'est comme la violence, ça fait partie de nous. Ça nous interpelle, donc je ne peux pas rester, même si je reste bouche fermée, c'est là, à mon avis, c'est déjà un avis. Oui. Oui. Et c'est intéressant de nous apporter cette idée du tribunal des jurys, parce que normalement, c'est le cas des crimes brutaux comme celui-là, n'est-ce pas? On ne laisse pas les jugements des cas brutaux comme celui-là à un jury froid, des juges. Pardon? Une seule personne, je pense que c'est trop pour une seule personne, un juge, de décider qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Mais c'est quand on pense au pardon, je ne vais pas trop rentrer dans mes valeurs personnelles. Oui, mais à mon avis, c'est difficile. C'est difficile. Donc, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. Même Slimani, on n'a pas fini les livres. On reste dans le... Qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, oui. Ouais, en fait, la façon de terminer les romans, c'est génial. N'est-ce pas? On peut dire que c'est génial, mais c'est paresseuse aussi, n'est-ce pas? On laisse au lecteur de... Mais là, c'est un jugement. Oui,
Oui, oui, la lecture, en fait, c'est la critique, c'est un jugement, n'est-ce pas? On Oui, peut décortiquer ces actes comme l'analyse qui décompose l'œuvre pour mieux la comprendre, mais on finit toujours dans la critique. Mais la critique, quand je dis la critique littéraire comme ça, cela ne veut pas dire tout simplement c'est un bon livre, c'est pas bon, ou j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. C'est de la critique un peu au-delà du goût tout court, j'aime pas, n'est-ce pas? Mais d'une certaine façon, euh, euh, le, 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 la limite de compréhension de, euh, du commissariat du commissaire de police de Nina, c'est euh, en fait c'est cette limite que nous expérimentons nous-mêmes face à cette lecture, n'est-ce pas? Tout d'abord, on est mis en contact avec cette scène atroce, et puis on est mis dans l'intimité d'un personnage, on comprend plus ou moins pourquoi elle y est arrivée, et puis c'est à nous de faire face aux sentiments qu'on expérimente, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que Leila Slimani nous mène à faire, ou nous mène à expérimenter, c'est tout d'abord, on expérimente de l'horreur par cette personne, par ce personnage de Louise, et puis, peu à peu, on est même capable de ressentir de l'amour pour elle, de l'affinité, de une espèce de fraternité même, n'est-ce pas? Elle serait quelqu'un qui, si on était avec les enfants sur la place, elle était à côté, on allait discuter un petit peu. Le lendemain, on allait dire bonjour, n'est-ce pas? C'est bizarre, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, on suit encore un petit peu. Voyons ici, Mila disparu. Oui, on continue juste pour terminer la scène parce qu'elle n'est pas si longue. Voilà, non pas encore. Oups. Voilà. Donc, je continue ici, tout en bas. Il lui pose quelques questions. Louise dit que son mari est mort, que sa fille Stéphanie est grande maintenant, presque 20 ans. C'est incroyable. Qu'elle est très disponible. Elle tend à Paul un papier sur lequel sont inscrits les noms de ses anciens employeurs. Elle parle des Rouviers qui figurent en haut de la liste. Je suis restée chez eux longtemps. Ils avaient 2 enfants, eux aussi 2 garçons. Paul et Myriam sont séduits par Louise, par ses traits lisses, son sourire franc, ses lèvres qui ne tremblent pas. Elle semble imperturbable. Elle a le regard d'une femme qui peut tout entendre et tout pardonner. Euh, on a ici une image maternelle de la femme, n'est-ce pas? C'est genre euh, de vision vous voyez, en fait, à chaque paragraphe qu'on lit, on est capable de voir ou d'essayer de comprendre Paul et Myriam et quelles sont les conséquences ou quels sont les avantages qu'ils voient d'embaucher Louise et les préjugés qui en découlent. Et par exemple, donc, il lui pose quelques questions. Son mari est mort. Donc, vous voyez, elle ne va pas perdre son temps avec un mari. Elle sera tout à fait disponible aux enfants de Myriam et Paul. Parce que, et il y a encore une autre chose ici. C'est la solitude
de Louise qui n'est pas mise en question par Paul et Myriam. Il y a une relation utilitaire qui est en train de se faire, de se construire ici. Donc, c'est-à-dire, et je reviens ici à l'idée qu'elle était presque imperturbable. Je crois que c'est dans la page suivante. Donc, vous voyez, elle n'a pas une fille petite, ni un mari qui pouvait la perturber, c'est-à-dire empêcher de rester plus longtemps dans le travail ou de n'être pas entièrement disponible aux enfants Adam et Mila. Donc, c'est intéressant de remarquer ce qui est mis comme les avantages de Louise nous montre des préjugés de Paul et Myriam, n'est-ce pas? Et une autre chose aussi que je retire de cette idée que son mari est mort et que sa fille est grande maintenant, en fait, on n'entre pas encore dans les détails de la relation de Louise avec sa fille. Mais Louise dit que son mari est mort. Aussi, on verra, c'est déjà une annonce, que Louise n'a pas de sexualité, n'est-ce pas? Et on verra comment cette question de la sexualité de Louise est construite dans le roman. Elle est construite par la négation. Et l'étonnement de Paul, j'ai déjà commenté ici, quand ils sont à la plage et ils remarquent que Louise a un corps, c'est-à-dire que son corps a des formes. C'est le moment où il s'aperçoit, le moment où il se rend compte que Louise peut avoir une sexualité aussi, n'est-ce pas? Donc, cette femme, elle a le regard d'une femme qui peut tout entendre et tout pardonner. Donc, vous voyez encore ici, c'est-à-dire, on peut tout faire avec Louise, qu'elle pourra toujours entendre et toujours nous pardonner. Les heures supplémentaires, la fatigue, les dîners avec les amis à la maison, etc. C'est quelqu'un qui doit vivre pour son travail. Et ici, implicitement, il y a cet enjeu des classes sociales, n'est-ce pas? Pour la classe moyenne, pour les bobos qui sont Paul et Myriam, ils ont droit aux vacances, ils ont droit aux moments d'amusement avec les amis, ils ont droit à des sorties, clubs, bars, restaurants. Et Louise, elle est réservée au travail et à se consacrer entièrement à son travail. On renie à Louise la possibilité de, je sais pas, d'une existence un peu plus paisible, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, son visage est comme une mère paisible, je viens de dire paisible, son visage est comme une mer paisible dont personne ne pourrait soupçonner les abysses. Et ici, c'est une phrase intéressante parce que c'est presque la voix du narrateur qui nous envoie un message par rapport aux abysses de Louise, n'est-ce pas, à ce qu'il y a de plus profond chez Louise. Son visage est comme une mer paisible dont personne ne pourrait soupçonner les abysses, ce qu'il y a de plus profond. Le soir même, il téléphone au couple dont Louise leur a laissé le numéro. Une femme leur répond un peu froidement. Quand elle entend le nom de Louise, elle change immédiatement de ton.
Louise, quelle chance vous avez d'être tombée sur elle. Elle a tiré comme une seconde mère, elle a été comme une seconde mère pour mes garçons. Ça a été un vrai crève-cœur quand nous avons dû nous en séparer. Pour tout vous dire, à l'époque, j'ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la garder. Ici encore, c'est une phrase qui n'est pas anodine du tout, n'est-ce pas? Pour tout vous dire, à l'époque, j'ai même songé à faire un troisième enfant pour pouvoir la garder. Et cette idée du troisième enfant viendra à Louise plus tard, n'est-ce pas? Elle fera tout le possible pour que Paul et Myriam aient un autre enfant, n'est-ce pas? Parce que ce serait la garantie de rester encore embauché dans la famille, n'est-ce pas? Et voyons, je réduis ici. Ah, pardon, il est déjà 10 heures moins 10. Et je voudrais savoir si Mathéos est déjà là. Oui, Mathéos? oui, oui, je Oui. suis ici. Oui, bonjour Mathéos. Parce que, chers élèves, j'ai oublié de vous dire, j'ai le plaisir de vous présenter ici Mathéos. Il est notre moniteur des romans ce semestre. Il va nous accompagner et il est prêt à vous aider avec vos doutes, vos questions, surtout concernant la dissertation par rapport au formatage, les normes d'habilité, etc. Et donc, je vous laisse, j'ouvre ici l'espace pour que Matheus se présente. Vas-y, Matheus. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Matheus Rodrigues Santos. Eu sou graduado no bacharelado em Letras Francês. Me formei no semestre passado. E agora eu estou fazendo umas disciplinas de licenciatura para me obter a dupla de diplomação. Eu fiz algumas disciplinas com o professor Daniel durante a minha graduação. E agora eu estou tendo o prazer de ser o monitor na turma de vocês. Então, quero deixar registrado que, caso vocês tenham qualquer dúvida, dificuldade ou incertezas relacionadas às atividades, principalmente a dissertação, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los da melhor maneira possível. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar. Vou deixar meu e-mail aqui no chat, e aí, caso vocês precisem, podem me enviar uma mensagem. Então, desejo um excelente semestre, excelente final de semana e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Daniel, pelo espaço. Merci, Matheus. Super. Donc là, vous êtes au courant, nous avons Matheus comme moniteur et il est là pour vous aider et pour m'aider aussi. D'accord. Donc, prenez note de son adresse mail et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le contacter. D'accord. Et donc, nous avons encore, merci Matheus, nous avons encore quelques minutes ici. Je voudrais peut-être laisser juste voir ici. Je crois que je n'ai pas souligné d'autres extraits parce qu'il y a plusieurs aspects intéressants, mais je voudrais faire un saut à la fin du roman avec le dernier ou la dernière séquence du roman, parce que ici nous avons ce chapitre qui se termine comme ça. Voilà, c'est Manounou, crie-t-il en la montrant du doigt, comme s'il ne comprenait pas qu'elle puisse vivre ailleurs, seule, qu'elle puisse marcher sans prendre appui sur une poussette ou tenir la main d'un enfant. Il demande, elle va où, Louise? Elle va chez elle, répond Myriam, dans sa maison. Et puis, nous avons ici la présentation de Nina Dorval.
La capitaine Nina Dorval garde ses yeux ouverts, allongée sur son lit, dans son appartement du boulevard de Strasbourg. Paris est déserté en ces mois d'août pluvieux. La nuit est silencieuse. Demain matin, à 7h30, à l'heure où Louise, chaque jour, rejoignait les enfants, on enlèvera les selles de l'appartement de la rue d'Hauteville et on procédera à la reconstitution. Nina a prévu les juges d'instruction, les procureurs, les avocats. C'est moi, a dit-elle, qui fera la nounou. Personne n'oserait la contredire. La capitaine connaît cette affaire mieux que personne. Elle est arrivée la première sur la scène du crime après le coup de téléphone de Rose Greenberg. La professeure de musique hurlait « C'est la nounou, elle a tué les enfants ». Et puis ça continue. Je voudrais aller à la dernière page. Voilà, l'avant-dernière, pardon. Là, elle se laissera engloutir dans la vague de dégoût, dans la détestation de tout, cet appartement, cette machine à laver, cet évier, toujours sale, ces jouets qui s'échappent de leur boîte et qui viennent mourir sur les tables. L'épée pointée vers le ciel, l'oreille pendante. Elle sera Louise. Louise qui enfonce ses doigts dans les oreilles pour faire cesser les cris et les pleurs. Louise qui fait l'aller-retour de la chambre à la cuisine, de la salle de bain à la cuisine, de la poubelle au sèche-linge, du lit au placard de l'entrée, du balcon à la salle de bain. Louise qui revient et puis qui recommence. Louise qui se baisse et se met sur la pointe des pieds. Louise qui saisit un couteau dans un placard. Louise qui boit un verre de vin, la fenêtre ouverte, le pied sur le petit balcon. Les enfants, venez, vous allez prendre en bain. Donc, nous avons cette clôture, cette fermeture du livre qui ferme le cercle, n'est-ce pas? C'est plus ou moins la préparation, on termine avec la préparation de la scène initiale et aussi la présence de la capitaine Nina Dorval qui sera en quelque sorte cette voie narrative, n'est-ce pas? On comprend que cette histoire est racontée et comme je disais tout au début, cette idée de elle joue le rôle de la voix narrative, et cette idée de quelqu'un qui ne comprend pas l'acte, quelqu'un de la police qui ne comprend pas l'acte de Louise, et qui se plonge dans les cas pour essayer de comprendre. Et raison pour laquelle, comme je disais, le livre, il n'a pas l'intention d'être le rapport résultat de l'enquête, mais plutôt l'effort mental, l'effort psychologique de Nina Dorval pour comprendre ces crimes. C'est plus ou moins comme ça que j'interprète et que je referme une interprétation cohérente du roman. Vous voyez? Et par contre, là, vraiment pour terminer, dans une interview, je ne sais pas si c'était celle que j'ai mis sur Teams, Leila Slimani dit que Nina Dorval sert comme une métaphore de l'écrivain. Elle cherche à mettre en ordre, à créer, à développer ou à essayer de dénouer cette histoire de Louise, d'entrer dans les profondeurs de cette histoire atroce. Et comme je vous ai dit, le roman, il fait
cette différence par rapport aux journaux, parce que les journaux vont raconter un fait divers comme celui-là d'une manière froide, courte, comme juste, on va mettre en évidence juste l'acte, n'est-ce pas? Une nounou tue des enfants. Et cette possibilité ici, cette métaphore, cette capitaine Nina Dorval en tant que métaphore de l'écrivain, elle nous permet de nous approfondir dans la psychologie, dans les profondeurs des personnages riches, des personnages complexes, des personnages contradictoires qu'ils sont tous. Adam, peut-être un peu moins, Louise, Myriam, Paul et Lila, ce sont des personnages assez complexes et contradictoires. D'accord? Et donc, pour la semaine prochaine, ce que j'aimerais faire, je vais vous donner quelques questions à débattre, d'accord? Mais je vais vous demander quand même qu'une des questions soit répondue par écrit. Comme vous savez, nous avons ici 4 romans à travailler ensemble, donc nous avons 12 points de vie pour cette activité. Donc, le cours de la semaine prochaine sera consacré à un débat. En fait, je vais faire plus ou moins comme la dissertation, d'accord? Je vais vous donner les questions. On va s'organiser autour des questions parce que j'ai ici 2 secondes. Voilà, c'est ici. Donc, j'ai ici 4 questions et vous allez vous organiser. Je vais faire comme pour le choix des livres de dissertation. Je vais vous envoyer les liens pour un document éditable sur Google Drive et vous allez choisir une des 4 questions. La semaine prochaine, on va faire un séminaire. On va faire 4 appels différents, 4 vidéoconférences différentes, organisées par chaque question. Et puis, on se met ensemble et vous présentez oralement les résultats du débat. Vous présentez à vos camarades de classe les résultats de votre débat sectoriel, on va dire comme ça, et puis vous me rendez la question par écrit. D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, c'est inévitable d'avoir terminé la lecture du roman, parce que ce sera notre dernier cours sur ces romans de Leila Slimani. D'accord? Ça va? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans notre canal général de la salle virtuelle Teams. Et voilà pour ces cours d'aujourd'hui. Gabriel? Daniel, c'est juste une question. La question qu'on doit répondre, c'est par groupe ou c'est individuel? Non, la réponse par écrit sera individuelle, mais on aura une séance débat dans laquelle tu pourras débattre cette question avec tes camarades de classe. D'accord, parfait. Et donc, on va t'envoyer ça par Teams, ici sur Teams? Oui, je vais faire une activité. Et comme ça, tu sais, vous avez déjà reçu la notification d'une activité ou de 2 premières activités de la dissertation. Je vais faire pareil. Je vais créer une activité, vous allez recevoir la notification, vous répondez parce que c'est une activité, vous allez recevoir un document Word éditable, vous répondez et vous me rendez l'activité sur Teams. Et je vous la rends corrigée sur Teams aussi. D'accord? D'accord, parfait. C'est ça. Si vous avez encore des questions par rapport à
à la procédure sur Teams, je vous réponds par écrit sur le canal général. D'accord? Donc, Gabriel, Nixie. Bonjour, professeur. Je voulais juste savoir pour la dissertation, comment ça pourrait être avec des dates. Ça va être dans des jours des cours ou... D'accord. Nixie, je vais faire comme ça. Je vais te... je ne sais pas si je peux dire comme ça. Je vais te taguer sur la vidéo. Parce que j'ai partagé une vidéo ici, tout au début du semestre. C'est une vidéo que j'ai faite. Et du coup, pardonnez-moi, professeur, j'étais là au Congo, donc j'avais pas vraiment assez d'Internet pour assister des classes comme ça. Donc, à peine arrivé au Brésil, c'est pour cela que je me renseigne plus pour être... Oui, non. Oui, non, t'inquiète pas. Raison pour laquelle je trouve que c'est plus facile de te demander tout d'abord de regarder cette vidéo, parce que c'est la vidéo sur laquelle j'explique chaque étape de la dissertation. Et puis, j'ai vu que tu as déjà choisi l'œuvre avec laquelle tu vas travailler. Oui, bien Et sûr. nous avons 2 secondes. Je vais changer ici le partage d'écran et je te montre plus ou moins comment ça marche. Voilà. Donc là, tu vois mon écran, tu vois notre salle virtuelle sur Teams. Ici, au côté gauche, nous avons le canal général, nous avons les groupes réservés à chacune des œuvres, nous avons activités des cours. C'est dans ces canaux-là d'activités des cours où vous allez recevoir la notification de cette activité sur Chanson douce de Leila Slimani, d'accord, pour la semaine prochaine. Et dissertation, contrôle d'activité, ici, vous avez déjà, par exemple, les 2 premières activités concernant la dissertation. Vous avez tout d'abord le lien pour choisir le livre. Vous avez ici l'activité, comment va se passer le séminaire débat sur l'œuvre et les sujets de la dissertation et les explications sur les sujets de la dissertation. Donc, Nixing, je te demande de jeter un coup d'œil sur cette activité, de la première activité de la dissertation. Je crois que la remise de cette activité est pour le... 2 secondes, ça met les temps ici de... je peux voir ici l'activité comme vous. Vous devez me remettre cette activité le 1er avril. Donc, vous avez encore 3 semaines pour lire l'œuvre et penser à un sujet de recherche, un sujet d'analyse et à chercher une première bibliographie pour vous aider dans ce travail. Et donc, je n'ai pas réussi ici, Nixine, à trouver la vidéo, mais je vais le faire après les cours. Et je vais te taguer sur cette vidéo et comme ça, tu peux la regarder. Tu peux regarder la première activité et si tu as encore des questions, tu me les poses. D'accord? Et pas de souci. D'accord? Comme nous avons encore les temps, c'est pas grave. D'accord? Donc, tu as encore les temps de lire l'œuvre, de penser un sujet. Donc, 3 semaines, ça suffit pour cette première étape de l'activité. D'accord? Merci pour l'éclaircissement. Donc, je vais jeter un coup d'œil là-bas et travailler sur ça. Merci. OK, pas de souci. Et ça sert aussi aux autres. N'hésitez pas à me poser de questions. Ne gardez à vous-même, ne gardez pas à vous-même vos doutes, vos questions. Et je profite aussi de la présence ici de Mathéos. Donc, si vous avez aussi des questions, vous pouvez lui écrire.
Il y a mon chat ici qui est un peu fou. Et donc, c'est ça, je vous remercie pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour cette séance de débat. Je vais faire des vidéos pour chaque question dans lesquelles vous allez vous retrouver en petit groupe, en petit comité. Et moi, je vais entrer et sortir des groupes, discuter un petit peu avec vous pour partager un petit peu. Et puis, dans les 30 minutes finales du cours, on fait une séance ensemble pour se partager les résultats de ce débat. D'accord? Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci.